de la part de la femme qui s'est emportée avec fureur, maudissant le juge et la salle d'audience lors de sa condamnation, à celle qui s'est effondrée en larmes aux côtés de sa mère éplorée. Nous verrons comment ces femmes en colère ont réagi à leur condamnation à perpétuité dans la salle d'audience. En commençant par Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, un nom qui a semé la terreur en Floride entre 1989 et 1990, a affirmé qu'elle avait agi en état de légitime défense alors que ses actes violents avaient entraîné la mort de 7 hommes. Mais ce ne sont pas seulement ses crimes qui ont laissé les gens stupéfaits, c'est aussi son comportement bizarre dans la salle d'audience, où elle n'a montré aucun remords et a fait une déclaration finale qui fait froid dans le dos avant son exécution. Aileen Wuornos est une tueuse en série américaine qui s'est rendue tristement célèbre pour avoir tué 7 hommes en Floride entre 1989 et 1990. Née en 1956, elle a connu une enfance difficile, marquée par la maltraitance et la négligence. Aileen Wuornos s'est tournée vers la prostitution et a eu de nombreux démêlés avec la justice à l'âge adulte. Les actes de violence qu'elle a commis par la suite étaient choquants et ont fait d'elle l'une des figures les plus tristement célèbres de l'histoire du crime. Wuornos a affirmé avoir tué en état de légitime défense, déclarant que ses victimes l'avaient violée ou étaient fait sur le point de le faire. Sa première victime était Richard Mallory, un propriétaire de magasin d'électronique âgé de 51 ans. Madame Wuornos a affirmé qu'il l'avait violemment violée, ce qui l'a amené à tirer sur lui en état de légitime défense. Cependant, ce schéma de violence s'est poursuivi avec 6 autres hommes, soulevant des doutes sur le fait que ses actions étaient réellement de la légitime défense. Sa deuxième victime était David Andrew Spears, un ouvrier du bâtiment de 47 ans. Spears a été retrouvé nu le long d'une autoroute et a été abattu de 6 balles. Vient ensuite Charles Edmund Kerskaden, un employé de rodéo à temps partiel âgé de 40 ans. Son corps a été découvert avec 9 blessures par balle. La série de meurtres de Wuornos s'est poursuivie avec Peter Abraham Siems, un marin marchand à la retraite âgé de 65 ans. Le corps de Siems n'a jamais été retrouvé, mais sa voiture a été retrouvée avec les empreintes digitales de Wuornos à l'intérieur. La 5e victime est Troy Burress, un chauffeur-livreur de 50 ans, qui a été retrouvé abattu de 2 balles. Charles Richard Humphreys, major de l'armée de l'air à la retraite et ancien chef de la police, âgé de 56 ans, était sa 6e victime. Il a été découvert tout habillé et a été abattu de 6 balles. Sa dernière victime était Walter Gino Antonio, un camionneur de 62 ans. Le corps presque nu d'Antonio a été retrouvé et il avait été abattu de 4 balles. En janvier 1991, Wuornos a été arrêtée et à la fin de l'année, elle avait avoué les meurtres. Bien qu'elle ait invoqué la légitime défense, ses actes semblent délibérés et violents. Lors de son procès au tribunal du comté de Marion à Ocala, en Floride, le jury l'a déclarée coupable et l'a condamnée à mort. Après le verdict, Wuornos est devenu furieux, maudissant la salle d'audience et le juge. Dans sa dernière interview, Aileen Wuornos a affirmé que la police était au courant de ses activités et qu'elle avait délibérément choisi de ne pas l'arrêter pour la qualifier de tueuse en série. Avant son exécution en 2002, Wuornos a fait plusieurs déclarations troublantes. Ses dernières paroles étaient étranges, avec de vagues références à des événements apocalyptiques et de retour. Elle a déclaré « Je voudrais juste dire que je navigue avec le rocher et que je reviendrai comme le jour de l'indépendance avec Jésus, le 6 juin, comme dans le film, avec le grand vaisseau mère et tout le reste. Je reviendrai. » Passons au cas suivant, où un policier a commis un crime brutal, tuant un homme innocent dans sa propre maison. Amber Guyger. Amber Guyger, un ancien policier, a tragiquement tué un homme noir innocent dans son appartement. Son cas a attiré l'attention sur les questions de responsabilité de la police et d'équité raciale. Amber Guyger a été condamné pour le meurtre tragique de Botham Jean, un jeune homme noir. L'incident a eu lieu dans la nuit du 6 septembre 2018. Lorsque Guyger est entré par erreur dans l'appartement de Jean, pensant qu'il s'agissait du sien. Le plus choquant, c'est que lors de son témoignage devant le tribunal du comté de Dallas, Amber Guyger a fondu en larmes et a insisté sur le fait que cet incident n'était qu'une tragique erreur. Amber venait de terminer un service de 13,5 heures et vivait dans le même complexe d'appartements, un étage en dessous de Jean. Lorsqu'elle est entrée dans le mauvais appartement, elle a vu Jean manger une glace dans son salon. Croyant qu'il s'agissait d'un intrus, Amber Guyger a tiré 2 fois, touchant Jean à la poitrine. Botham Jean était un comptable de 26 ans qui travaillait pour PwC et était originaire de Sainte-Lucie. Sa mort a suscité l'indignation dans tout le pays, notamment parce qu'il n'était pas armé, et le fait que Guyger, un policier blanc, ait tué un noir à son domicile a ajouté à la colère. De nombreuses personnes y ont vu un nouvel exemple de partialité raciale dans le maintien de l'ordre, ce qui a donné lieu à des manifestations et à des demandes de justice. Dans un premier temps, Guyger a été inculpé d'homicide involontaire,
ce qui a suscité de nouvelles protestations, de nombreuses personnes estimant que cette inculpation était trop clémente. Toutefois, l'accusation a ensuite été portée au rang de meurtre. Lors de son procès en 2019, les procureurs ont fait valoir que Mme Guiget avait ignoré plusieurs signes clairs indiquant qu'elle se trouvait dans le mauvais appartement, notamment un paillasson rouge vif à l'extérieur de la porte de Jean. Ils ont également déclaré qu'elle aurait dû suivre le protocole de la police en appelant des renforts, au lieu d'entrer dans ce qu'elle pensait être une maison avec un cambrioleur à l'intérieur. Bien qu'elle ait affirmé qu'elle craignait pour sa vie et qu'elle pensait se défendre, le jury l'a déclarée coupable de meurtre le 1er octobre 2019. Le lendemain, Amber Guyger a été condamnée à 10 ans de prison. Lors de la condamnation, un moment émouvant s'est produit lorsque Brandt, le jeune frère de Botham Jean, a publiquement pardonné à Mme Guiget et a demandé à la serrer dans ses bras au tribunal. Cet acte de pardon a été perçu par beaucoup comme un moment fort, mais d'autres ont estimé que la peine était trop légère pour avoir ôté la vie à un innocent. Le père de Jean a également pardonné à Guiget, mais a exprimé le souhait que la peine soit plus longue. Les avocats de Mme Guiget ont ensuite tenté de faire appel de sa condamnation, arguant qu'elle avait commis une erreur et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer qu'elle avait eu l'intention de tuer Jean. Toutefois, en 2021, la Cour d'appel du Texas a confirmé sa condamnation. Elle purge actuellement une peine de 10 ans, avec une possibilité de libération conditionnelle en 2024. Passons maintenant à l'affaire suivante, où une femme et son amant ont conspiré pour assassiner brutalement son mari. Sabrina Limon. Sabrina Limon, une Californienne, a été condamnée pour avoir comploté avec son amant Jonathan Hearn le meurtre de son mari, Robert Limon. Sabrina et Robert Limon étaient connus pour leur vie sociale animée et leurs fêtes. Leur vie change radicalement lorsque Sabrina entame une liaison avec le pompier Jonathan Hearn. Cette liaison a conduit à un meurtre choquant. Malgré un mariage ouvert en 2008, Sabrina a voulu y mettre fin et revenir à un mode de vie traditionnel, ce qui a créé des tensions avec Robert, qui n'était pas disposé à changer. L'insatisfaction de Sabrina et sa consommation accrue d'alcool ont ajouté des tensions à leur mariage. Le 17 août 2014, Robert a été tué par balle alors qu'il travaillait à la gare de triage de la BNSF à Tehachapi. Il s'agissait apparemment d'un vol, mais les enquêteurs ont rapidement découvert que la scène était fausse. Un message vocal de Jonathan Hearn a amené les enquêteurs à le soupçonner, révélant que le meurtre avait été planifié. Sabrina et Hearn se sont rencontrés au Costco, où Sabrina travaillait, et ont entamé une liaison secrète. Lorsque Robert l'a découvert, il a demandé à Sabrina d'y mettre fin, mais elle a continué à voir Hearn. Après le meurtre de Robert, des détectives ont mis leur téléphone sur écoute et ont entendu de nombreuses conversations sur Dieu, mais aucun plan précis de meurtre. Ils ont piégé Sabrina avec de fausses informations, et elle a immédiatement appelé Hearn sur un téléphone jetable. Le 18 novembre 2014, les deux hommes ont été arrêtés, et les détectives ont trouvé au domicile de Hearn des preuves correspondant aux descriptions des images de surveillance. Sabrina a d'abord été libérée en raison de l'absence de preuves la reliant directement au crime, mais Hearn est resté en détention. Hearn a ensuite accepté de plaider coupable pour 25 ans de prison et a témoigné contre Sabrina. Il a affirmé qu'elle avait aidé à planifier le meurtre de Robert et tenté de l'empoisonner avec de l'arsenic. Hearn a déclaré que Sabrina avait donné des détails sur le travail de Robert et sur le lieu du meurtre. Au cours de son procès devant la Cour supérieure du comté de Kern, Sabrina a nié toute implication dans la planification du meurtre ou de la tentative d'empoisonnement. Sa défense a fait valoir que l'accord conclu avec Hearn l'avait incité à mentir. Sabrina a expliqué qu'elle avait fait confiance à Hearn et qu'elle avait partagé des détails de sa vie par crainte des conséquences potentielles de sa liaison. Le 21 février 2018, Sabrina a été reconnue coupable de 4 des 6 chefs d'accusation retenus contre elle, à savoir meurtre au premier degré, tentative de meurtre, sollicitation de meurtre et complot. Elle a été acquittée de la tentative d'empoisonnement présumé. Sabrina a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 25 ans, à la perpétuité. Son appel pour un nouveau procès a été rejeté par la Cour suprême de Californie. Jonathan Hearn a été reconnu coupable d'homicide involontaire et non de meurtre, et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 25 ans et 4 mois. Passons à l'histoire suivante, celle d'un carjacking violent qui a laissé un individu face à de graves conséquences. Keandrea Cook. Keandrea Cook, une adolescente de 19 ans, a utilisé des applications de rencontres pour attirer des hommes dans des situations dangereuses, ce qui a conduit à une série de crimes choquants qui ont changé sa vie à jamais. En 2017, la vidéo de sa réaction dans la salle d'audience, où elle pleure tandis que sa mère gémit en arrière-plan, est devenue virale. Keandrea Cook et son petit ami, Kendrick Bass, étaient un jeune couple de Floride qui a été impliqué dans un crime choquant qui a changé leur vie à jamais. En 2017, ils ont élaboré un plan pour voler des voitures. Keandrea a utilisé des applications de rencontres
pour attirer des inconnus dans des endroits éloignés. Le 22 mars 2017, Kai Andrea a utilisé l'application Meet Me pour attirer Perry Nida à un lieu de rendez-vous à South Daytona. Perry était accompagné de son ami Emmanuel Manny Purcell. Lorsque Perry et Manny sont arrivés, Kai Andrea est monté dans leur camionnette. Kendrick, qui se cachait sur la banquette arrière et portait une cagoule et un sweat à capuche rouge, a soudain surgi avec un pistolet. Il a ordonné à Perry de sortir de la camionnette. Une lutte s'est engagée lorsque Manny a tenté de défendre Perry. Kendrick a tiré 2 fois, touchant Manny à l'abdomen. Kai Andrea et Kendrick ont pris la fuite, laissant Perry transporter Manny à l'hôpital. Heureusement, Manny a survécu à la fusillade. Malgré cet incident, Kai Andrea et Kendrick ont poursuivi leurs activités criminelles. Ils ont réussi à voler une autre voiture dans la journée qui a suivi la fusillade, cette fois sans recourir à la violence. Après la fusillade, Kendrick a échappé à la police pendant près d'1 an. Kai Andrea a été arrêtée peu après. Elle a dû répondre de graves accusations. Détournement de voiture avec une arme mortelle, tentative de détournement de voiture avec une arme mortelle, association de malfaiteurs et coups et blessures graves. Au cours de son procès, devant le tribunal de circuit du comté d'Orange, son avocat commis d'office a conclu un accord avec les procureurs. L'avocate a dit à Kai Andrea et à sa mère qu'elle pourrait bénéficier d'une mise à l'épreuve ou d'un contrôle communautaire puisqu'elle n'avait pas de casier judiciaire. Croyant à ce conseil, Kai Andrea a accepté de ne pas contester tous les chefs d'accusation, à l'exception de celui de conspiration. Cependant, Kai Andrea a été choqué lorsque, le 27 juin 2017, le juge l'a condamné à 20 ans de prison. Le juge a permis à Kai Andrea de revenir sur sa décision en raison d'une mauvaise communication avec son avocat. Le 14 mai 2018, sa peine a été réduite à 11 ans de prison et 20 ans de mise à l'épreuve. Kai Andrea s'est excusée pour ses actes et a exprimé son désir de changer de vie. Elle a promis d'inciter les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elle. Le juge l'a encouragée, estimant qu'elle avait le potentiel pour un avenir meilleur. Dans le cadre de son nouveau plaidoyer, Kai Andrea a accepté de coopérer avec les procureurs dans l'affaire contre Kendrick. Elle a également accepté de partager les frais de restitution avec Kendrick. Kendrick a été arrêté le 26 janvier 2018 et condamné à 20 ans de prison. Kai Andrea purge sa peine à la Homestead Correctional Institution et devrait être libéré en décembre 2027, tandis que Kendrick se trouve à la Hamilton Correctional Facility et sera libéré en 2037. Passons au cas suivant, où une jeune fille de 17 ans s'est fait connaître pour son implication dans la mort tragique de son petit ami. Michelle Carter. Michelle Carter, qui a fait les gros titres pour son rôle controversé dans la mort de son petit ami par SMS, lors de son procès devant le tribunal pour enfants du comté de Bristol, Massachusetts, on a vu Carter sangloter à l'énoncé du verdict. Michelle Carter, une jeune fille de 17 ans originaire de Plainville, dans le Massachusetts, s'est fait connaître pour son rôle dans la mort tragique de son petit ami, Conrad Roy III. Conrad Roy, né le 12 septembre 1995, était un élève talentueux à l'avenir prometteur. Cependant, il souffrait d'une grave dépression et avait déjà tenté de se suicider. Michelle Carter et Conrad Roy se sont rencontrés en Floride en 2012 et sont restés en contact par le biais de textes et d'appels, bien qu'ils vivent à 35 miles l'un de l'autre. En 2014, Carter prenait des médicaments contre l'anxiété et la dépression, tandis que Conrad luttait contre la dépression et la thérapie, ce qui a compliqué leur relation intense, essentiellement numérique. Au cours de l'été 2014, le comportement de Carter a changé. Elle a commencé à encourager Conrad à se suicider. Elle lui a envoyé de nombreux SMS l'incitant à se suicider et lui a donné des instructions sur la manière de le faire. Conrad, qui luttait contre une profonde dépression, avait déjà demandé de l'aide et s'était vu prescrire des antidépresseurs. Malgré ses tentatives de guérison, il était toujours dans un état fragile. Le 12 juillet 2014, Conrad a décidé de suivre les conseils de Carter. Il s'est rendu sur le parking d'un Kmart à Fairhaven, dans le Massachusetts, où il a utilisé son camion pour s'empoisonner au monoxyde de carbone. Pendant ce temps, Carter a continué à lui envoyer des SMS et a même passé un appel téléphonique au cours duquel elle lui a dit de remonter dans le camion lorsqu'il a hésité. Les messages et les actes de Madame Carter ont constitué des preuves cruciales dans le procès qui lui a été intenté. Les procureurs ont fait valoir que ces encouragements répétés ont joué un rôle important dans la décision de Conrad de mettre fin à ses jours. Le tribunal a qualifié ces actes d'imprudents et de gratuits et l'a finalement déclaré coupable d'homicide involontaire. L'affaire est devenue connue sous le nom de suicide par texto. Le 16 juin 2017, le juge Lawrence Moniz a déclaré Carter coupable d'homicide involontaire. Le juge a souligné les actions de Carter pendant les derniers instants de Conrad, en particulier son appel téléphonique, l'exhortant à retourner à son camion, malgré ses tentatives de faire marche arrière. Madame Carter a été initialement condamnée à 2 ans et demi de prison, dont 15 mois à purger en prison et le reste avec sursis, ainsi qu'à 5 ans de mise à l'épreuve.
Par la suite, sa peine a été réduite à 15 mois et elle a été libérée de manière anticipée le 23 janvier 2020 pour bonne conduite. L'affaire a attiré l'attention du pays, notamment en raison de la vidéo virale de la salle d'audience montrant la réaction émotionnelle de Madame Carter à l'annonce de sa condamnation. Passons maintenant à notre prochaine accusée, une femme qui a choqué la nation avec le meurtre brutal de son ex-petite amie. Jodi Arias. Jodi Ann Arias, condamnée pour avoir brutalement tué son ex-petite amie Travis Alexander, l'a poignardé 27 fois, lui a tranché la gorge et l'a abattu. Plus tard, elle a parlé de légitime défense. Lors du procès de Jodi Arias devant la Cour supérieure du comté de Maricopa, elle s'est effondrée en sanglots à la barre, invoquant la légitime défense dans le meurtre brutal de Travis Alexander. Jodi Ann Arias, née le 9 juillet 1980, est connue pour le meurtre brutal de son ex-petite ami Travis Victor Alexander. Le 4 juin 2008, ce dernier a été tué à son domicile de Mesa, en Arizona. La scène de crime a révélé qu'il avait été poignardé 27 fois, qu'il avait eu la gorge tranchée et qu'il avait subi une blessure par balle à la tête. Le médecin légiste a relevé des blessures défensives sur ses mains, indiquant qu'il s'était défendu. Madame Arias a d'abord nié s'être trouvée au domicile de Monsieur Alexander le jour du meurtre, mais elle a ensuite donné plusieurs versions contradictoires, affirmant notamment qu'il s'agissait d'un vol et qu'elle s'était trouvée en état de légitime défense. Arias a affirmé qu'elle l'avait tué en état de légitime défense lors d'une violente confrontation. Au cours de l'enquête, la voiture de location d'Arias a été trouvée avec des taches rouges et des tapis de sol manquants. Les autorités ont retrouvé des photos supprimées de l'appareil photo endommagé d'Alexander, montrant Arias et Alexander dans des poses intimes, et plus tard le montrant dans la douche avant sa mort. Des traces de sang ont permis de relier Arias à la scène de crime. Arias a déclaré qu'Alexander l'avait attaqué après qu'elle ait accidentellement fait tomber son appareil photo. Dans les jours qui ont suivi le meurtre, Jodi a eu un comportement étrange. Elle a rendu visite à un autre homme, Ryan Burns, dans l'Utah et a assisté à des réunions d'affaires comme si rien ne s'était passé. Les gens ont remarqué qu'elle avait changé d'apparence, teignant ses cheveux blonds en une couleur plus foncée. Elle avait également des coupures aux mains, qu'elle expliquait en disant qu'elle s'était coupée sur du verre cassé. Arias a été inculpée le 9 juillet 2008 et arrêtée le 15 juillet. Son procès s'est ouvert en 2012 et elle a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des médias. L'accusation a soutenu qu'Arias avait planifié le meurtre en utilisant une arme de poing et en planifiant sa visite au domicile d'Alexander. Ils ont présenté des preuves des actions d'Arias, comme l'achat d'essence et la chronologie de son voyage, pour étayer leur thèse de la préméditation. La défense d'Arias a répliqué en la présentant comme une victime de violence domestique. Ils ont affirmé qu'Alexander était violent et qu'Arias avait agi par crainte pour sa vie. La défense a présenté des témoins experts pour étayer les allégations de stress post-traumatique et de violence domestique. Cependant, l'accusation a soutenu que les actions d'Arias et la gravité du crime indiquaient un acte délibéré de meurtre plutôt que de la légitime défense. Le procès, qui a débuté en janvier 2013, a été très médiatisé. Le 8 mai 2013, Arias a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la peine de mort, ce qui a entraîné l'annulation du procès pour cette phase. Le 13 avril 2015, Arias a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La phase de détermination de la peine a été marquée par d'autres manœuvres juridiques, notamment des requêtes d'annulation de procès et des appels. Les avocats d'Arias ont continué à contester la procédure, invoquant des problèmes liés aux preuves et au comportement des jurés. Malgré ces efforts, la condamnation d'Arias et sa peine d'emprisonnement à perpétuité ont été confirmées. En 2023, Jodi Arias purge sa peine au complexe pénitentiaire de l'État d'Arizona, à Perryville. Passons au cas suivant, dont l'avenir prometteur a pris une tournure tragique lorsqu'elle a été impliquée dans un braquage qui s'est soldé par la mort tragique d'un jeune homme, modifiant à jamais de nombreuses vies. Samantha Grigg. La vie de Samantha Grigg a pris un tournant tragique lorsqu'elle a été impliquée dans le vol et le meurtre de Dustin Frolka en 2014. Ces actes ont choqué tout le monde, car son avenir prometteur s'est transformé en peine de prison. Samantha Grigg, une lycéenne de 18 ans, a été impliquée dans le tragique braquage et la mort de Dustin Frolka, un étudiant de l'Université de l'État du Michigan, en 2014. Grigg n'avait pas de casier judiciaire et était considérée comme une musicienne prometteuse qui envisageait de s'inscrire à l'Eastern Michigan University. Cependant, sa vie a pris un tournant radical lorsqu'elle a participé au vol et au meurtre de Frolka. Le 15 février 2014, Grigg, accompagnée de deux complices, Brendan Heim, 16 ans, et Tyrell Bredernitz, 18 ans, s'est rendue en voiture à l'appartement de Frolka à East Lansing dans l'intention de le cambrioler. Frolka, qui était connu pour vendre de la drogue,
était visé en raison de l'argent liquide qu'il transportait. Grigg, connaissant le plan, a conduit le véhicule tandis que Haim et Bredernitz ont mené l'assaut. Après avoir récupéré Frolka à son appartement, le groupe l'a conduit à plusieurs distributeurs automatiques de billets, le forçant à retirer de l'argent. Pendant le trajet, Haim a commencé à frapper Frolka avec des poings américains sur le siège arrière du SUV en marche. L'agression a été si brutale que Frolka a fini par sauter du véhicule, qui roulait à vive allure sur l'autoroute I-69. Grièvement blessé, il a été abandonné sur l'autoroute, partiellement vêtu, où il a été retrouvé par les autorités. Il a succombé à ses blessures peu de temps après avoir été découvert. Le rôle de Grigg dans ce crime ne s'est pas arrêté là. Après l'agression, elle a pris la route, laissant Frolka mourir sur le bord de la route. Bien que sachant que Frolka avait été gravement blessé, Grigg n'a pas essayé de s'arrêter ou de chercher de l'aide. Au lieu de cela, elle a accepté $100 d'essence de la part de ses complices pour son rôle dans le vol et le meurtre. Le procès a mis en lumière les conséquences tragiques de ce vol. Grigg a été inculpé d'homicide involontaire et de vol sans arme. Au cours du procès, elle a exprimé des remords pour ses actes, s'excusant en larmes auprès de la famille de Frolka et déclarant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Toutefois, ces excuses n'ont guère atténué la douleur ressentie par les proches de Frolka. Eileen Hinka, la belle-mère de Frolka, a également pris la parole au cours du procès, soulignant les moments que Grigg avait volés à Frolka, l'obtention de son diplôme universitaire, son succès musical potentiel et la possibilité d'élever sa fille Melody. Elle s'est dite déçue que Grigg ait eu de multiples occasions d'arrêter le crime, mais qu'il ait choisi de le poursuivre. Finalement, Grigg a été condamné à une peine de 6 à 15 ans de prison. Bien que sa peine ait été plus courte que celle de ses complices, son implication dans le vol et le meurtre de Frolka a laissé un impact durable sur les deux familles. Malgré sa situation tragique, certains pensent que Grigg aurait pu changer de vie. Son avocat a souligné qu'elle avait un passé irréprochable et un avenir prometteur avant le crime. Pourtant, sa participation au vol a eu de graves conséquences. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur l'une des cartes de votre écran pour accéder à d'autres contenus étonnants. Penelope Soto. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas stupéfiant de Penelope Soto, une jeune femme qui a fait l'expérience d'un karma instantané au tribunal, comme jamais auparavant. Dans la ville ensoleillée de Miami, en Floride, une série d'événements s'est déroulée qui a conduit à la comparution de Penelope Soto devant le tribunal. Tout a commencé lorsque Penelope Soto s'est retrouvée en possession de Xanax, une substance contrôlée. À son insu, cet acte apparemment anodin allait déclencher une série d'événements qui allaient changer sa vie à jamais. Le 4 février 2013, Madame Soto s'est présentée devant le juge Jorge Rodriguez Choma, prête à faire face aux conséquences de ses actes. Elle était loin de se douter que son attitude et son comportement au tribunal joueraient un rôle important dans la tournure choquante des événements qui l'attendaient, puisqu'elle était accusée de possession d'une substance illicite. Au début de l'audience, le comportement irrespectueux de Madame Soto est devenu immédiatement évident. Interrogée sur sa situation financière, elle a répondu d'un ton dédaigneux, déclarant qu'elle ne voyait pas l'intérêt de telles questions. Le juge, surpris par son manque de respect, a insisté en lui demandant si elle possédait des biens de valeur. Soto a répondu avec arrogance, énumérant une maison, une voiture, un compte en banque et une quantité importante de bijoux. Son attitude nonchalante a laissé la salle d'audience incrédule, mais le pire était encore à venir. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait pris de la drogue au cours des dernières 24 heures, Soto a répondu de manière catégorique. Non, absolument pas. Un mensonge qui n'allait pas tarder à la hanter. Le juge Rodriguez Chomat, déterminé à donner une leçon à Soto, a décidé de fixer sa caution à $5 000. Cependant, le comportement irrespectueux de Soto s'est poursuivi. Elle a ri et fait des gestes obscènes envers le juge. Furieux de son mépris flagrant pour le tribunal, le juge a révoqué sa caution et l'a portée à $10 000. Elle a ensuite agacé à nouveau le juge en proférant un juron. Madame Soto était loin de se douter que ses accès de colère et son comportement irrespectueux avaient été filmés. Les images choquantes sont rapidement devenues virales, se propageant comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux. La nation a été captivée par l'audace de la jeune femme et les protestations du public ont été rapides et intenses. Néanmoins, 2 jours plus tard, la caution de Madame Soto a été ramenée à $5 000. Il semble que le tribunal soit disposé à lui donner une nouvelle chance. Mais le voyage était loin d'être terminé pour Penelope Soto. 4 jours après la réduction de sa caution, elle s'est retrouvée à nouveau devant le juge Rodriguez Chomat, cette fois avec un comportement différent. Consciente de la gravité de ses actes, Penelope Soto a trouvé le courage de présenter des excuses sincères. Elle a reconnu son comportement irrationnel et regretté son attitude irrespectueuse. Le juge, touché par les excuses sincères de Madame Soto, a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il a révoqué sa peine et lui a ordonné de suivre un programme de désintoxication ordonné par le tribunal. C'était une deuxième chance pour Soto de changer de vie et de réparer ses erreurs passées.
C'est ainsi qu'est né le parcours de rédemption de Penelope Soto. 1 an plus tard, elle a suivi avec succès le programme de désintoxication et les charges qui pesaient contre elle ont été abandonnées. Ce fut un tournant dans sa vie, une chance de prendre un nouveau départ. Après avoir suivi avec succès le programme de désintoxication, Soto est apparue comme une personne changée. Elle avait tiré de précieuses leçons de ses erreurs passées et était déterminée à apporter des changements positifs dans sa vie. L'expérience lui a appris l'importance du respect, de la responsabilité et des conséquences de ses actes. L'histoire de Madame Soto a trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons. Beaucoup ont été inspirés par son parcours de rédemption et y ont vu un puissant rappel qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Deborah Hunter. Tout d'abord, Deborah Hunter, une femme de Floride, a récemment fait l'expérience d'une dose choquante de karma instantané dans une salle d'audience. Son comportement scandaleux dans un magasin Pierre, un de Jacksonville pendant la pandémie, a entraîné une série d'événements qui l'ont finalement conduite devant un juge. Tout a commencé par un jour apparemment ordinaire au magasin Pierre, un de Jacksonville. Deborah Hunter, mère de 10 enfants et atteinte d'une tumeur cérébrale à la clinique Mayo, est entrée dans le magasin avec pour mission de rendre un article qu'elle n'avait pas en sa possession. Personne ne se doutait que cette simple transaction dégénérerait en une démonstration choquante de colère et de droit. En s'approchant du personnel du magasin, Madame Hunter a exigé de rendre l'article alors qu'elle ne l'avait pas sur elle. Munie uniquement d'une photo de l'article sur son téléphone, elle a insisté pour que le personnel accède à sa demande. Cependant, la politique du magasin les empêchait d'accepter les retours sans avoir l'article en main. Alors que la tension monte, Heather Sprague, une patiente atteinte d'un cancer qui se trouve par hasard dans le magasin, observe l'escalade de la situation. Elle a remarqué que 2 jeunes enfants erraient sans surveillance, appartenant manifestement à Hunter. Soucieuse de leur bien-être, Heather Sprague n'a pu s'empêcher de se laisser entraîner dans le drame qui se déroulait. Néanmoins, la frustration de Madame Hunter a atteint son point d'ébullition lorsqu'elle s'est positionnée de manière à empêcher les employés de quitter la zone des caisses. Elle a alors déchaîné un torrent de violence verbale, criant, jurant et menaçant le personnel. Au milieu du chaos, Sprague a décidé d'agir. Elle s'est placée à bonne distance, a sorti son téléphone et a commencé à filmer l'incident. Elle était loin de se douter que sa décision de documenter ce comportement allait donner lieu à une tournure choquante aux événements. Dans la vidéo, on voit Hunter faire un geste grossier à l'égard de Sprague, avant de s'approcher d'elle et de la menacer de tousser. Et, chose choquante, elle a mis sa menace à exécution, toussant directement au visage de Sprague. La vidéo de cet incident choquant est rapidement devenue virale, se propageant comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux. Le public a été scandalisé par le comportement de Deborah Hunter et l'histoire a attiré l'attention du pays. Mais les conséquences pour Deborah Hunter ne faisaient que commencer. Après l'incident, Heather Sprague, victime de la toux délibérée de Hunter, s'est retrouvée dans un état de peur et d'anxiété. Atteinte d'une tumeur cérébrale et dont le système immunitaire est affaibli, elle s'inquiétait pour sa santé et sa sécurité et celle de sa famille. Les craintes de Madame Sprague étaient d'autant plus grandes qu'elle portait un masque lors de l'incident. Elle a immédiatement signalé l'incident aux autorités et une enquête a été ouverte. Entre-temps, la vidéo de l'incident est devenue virale, suscitant l'attention et l'indignation de tous. Des personnes de tout le pays ont exprimé leur soutien à Sprague et leur mépris pour les actions de Hunter. La vidéo de l'incident a déclenché une conversation nationale sur les droits et les conséquences des actes. Nombreux sont ceux qui demandent que justice soit faite. Le système judiciaire a pris note du tollé général et Deborah Hunter s'est retrouvée confrontée aux conséquences de son comportement. Elle a été inculpée de délit d'agression et jugée. Au cours du procès, Sprague et Hunter ont tous deux eu l'occasion de présenter leur version des faits. Sprague, avec courage et détermination, a raconté cette expérience terrifiante et l'impact qu'elle a eu sur elle et sa famille. L'équipe de défense de Madame Hunter a fait valoir qu'elle avait été confrontée à de nombreuses épreuves avant l'incident, notamment qu'elle avait tout perdu dans l'incendie de sa maison. Ils ont brossé le portrait d'une femme soumise à un stress énorme, suggérant que ses actions n'étaient pas dans son caractère. Cependant, le juge n'a pas été sensible à ces arguments. Il a souligné l'absence de remords de Madame Hunter et l'impact important de ses actes sur Sprague. Heather Sprague, la victime de la toux délibérée de Deborah Hunter, est restée ferme tout au long du procès, exprimant ses inquiétudes et l'impact de l'incident sur elle et sa famille. Sa puissante déclaration a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, mettant en lumière la gravité de la situation. Le courage dont a fait preuve Madame Sprague en dénonçant les agissements de M. Hunter lui a valu le soutien de la population de tout le pays. Le public s'est rallié à elle, exprimant sa solidarité et condamnant le comportement de M. Hunter. Pendant ce temps, Doug, le mari de Deborah Hunter, s'est exprimé au nom de sa femme, mettant en lumière les difficultés auxquelles ils ont été confrontés jusqu'à l'incident. Il a souligné que l'incident ne correspondait pas au caractère de Deborah
et que la famille avait déjà beaucoup souffert. Malgré les supplications du mari, des amis et de la famille de Deborah Hunter, le juge est resté ferme dans sa décision. Il a souligné l'absence de remords de Deborah Hunter et l'impact de ses actes sur Sprague. Cependant, certaines personnes ont pris la défense de Deborah Hunter au cours du procès. Allen Eason, lieutenant de police à la retraite de Jacksonville et ami de la famille, s'est dit surpris par le comportement de Deborah Hunter, mais s'est porté garant de son caractère. L'épouse d'Eason a également demandé au juge de faire preuve de clémence à l'égard de Deborah Hunter. D'autres amis ont décrit les problèmes stressants auxquels la famille Hunter avait été confrontée avant l'incident, notamment l'incendie d'une maison et d'autres difficultés. Dans une tournure surprenante des événements, le juge s'est écarté de l'accord initial et a condamné Deborah Hunter à 30 jours de prison pour agression. En outre, elle a été condamnée à payer une amende de $500, à effectuer une période de probation de 6 mois et à participer à une évaluation de sa santé mentale et à un programme de gestion de la colère. La décision du juge a fait l'effet d'une onde de choc dans la salle d'audience, laissant Hunter et sa famille incrédules. Les conséquences de ces actes sont désormais une réalité à laquelle elle doit faire face. Taylor Schabuzness. Ensuite, dans une tournure d'événements choquante, Taylor Schabuzness, une jeune femme de 25 ans de Green Bay dans le Wisconsin, a fait l'expérience d'une dose rapide et inattendue de karma instantané au tribunal. L'affaire concerne le meurtre horrible et le démembrement de son ancien petit ami, Chad Therion. Les détails du crime sont tout simplement horribles, et le procès qui s'en est suivi a mis en lumière la nature troublante des actes de Schabuzness. Pour comprendre les événements choquants qui se sont déroulés dans l'affaire Taylor Schabuzness, il est essentiel de se plonger dans le contexte de sa relation avec Chad Therion. Les deux se connaissaient depuis le collège et avaient développé une relation compliquée et tumultueuse au fil des ans. Taylor Schabuzness, une femme de 25 ans originaire de Green Bay, dans le Wisconsin, et Chad Therion, un homme de 24 ans, avaient une histoire qui allait bien au-delà de leur fin tragique. Ils n'étaient pas seulement des connaissances, mais avaient eu une relation sexuelle, ce qui a rendu leur relation encore plus complexe. Leur relation trouve son origine dans les expériences communes qu'ils ont vécues au cours de leurs années de formation. Ils ont fréquenté le même collège et se sont croisés à de nombreuses reprises. En grandissant, leurs chemins ont continué à s'entrecroiser, ce qui a renforcé leur lien. Cependant, leur relation était loin d'être stable. Schabuzness et Therion avaient tous deux leur part de difficultés personnelles, qui se répercutaient souvent sur leurs interactions mutuelles. Leur relation a été marquée par une série de hauts et de bas caractérisés par des émotions intenses et une volatilité occasionnelle. Les événements qui ont conduit au meurtre de Chad Therion par Taylor Schabuzness sont tout simplement horribles. Dans la nuit du 21 février 2022, la consommation de drogue du couple a pris une tournure sombre, préparant le terrain pour une fin brutale et tragique. Schabuzness et Therion avaient consommé des méthamphétamines et des médicaments sur ordonnance, ce qui a encore accru l'intensité de leur relation déjà tumultueuse. Au fil de la nuit, leurs actions sont devenues de plus en plus dangereuses et inquiétantes. Au cours de leurs activités sexuelles, Schabuzness et Therion se sont livrés à une pratique consistant à utiliser des chaînes pour s'étrangler l'un l'autre. Cet acte consensuel, conçu comme une forme de préliminaire, a pris une tournure sinistre lors de cette nuit fatidique. Therion est resté allongé sur le lit pendant que Schabuzness devenait fou, l'étouffant à plusieurs reprises, malgré le fait qu'il crachait du sang et devenait violet. Le niveau de brutalité et de mépris de la vie humaine est inimaginable. L'inspecteur de police de Green Bay, David Graff, a témoigné devant le tribunal, révélant les détails effrayants de l'aveu de Schabuzness. Interrogée sur sa réaction à l'épreuve, Madame Schabuzness a déclaré de manière choquante qu'elle y avait pris du plaisir. Cette révélation a laissé la salle d'audience dans un état d'incrédulité et d'horreur. Après la mort de Therion, les actes de Schabuzness ont pris une tournure encore plus inquiétante. Elle a continué à se livrer à des actes sexuels avec le corps sans vie de Therion, poussé par une jouissance maladive de l'expérience. Il s'agissait d'une démonstration de dépravation et d'un mépris total pour le caractère sacré de la vie. Schabuzness s'est ensuite attelée à la tâche macabre de démembrer le corps de Therion. Elle avait initialement prévu de conserver toutes les parties du corps, mais sa paresse l'a empêchée d'aller jusqu'au bout de ses macabres intentions. Au lieu de cela, elle a utilisé un seau et un sac fourre-tout pour recueillir le sang de Therion, qu'elle a ensuite utilisé pour se doucher, démontrant une fois de plus sa mentalité tordue. Le docteur Vincent Tranchida, médecin légiste du comté de Dan, a révélé les détails du meurtre au cours du procès. Il a déclaré que le niveau de violence infligé à Therion dépassait l'entendement. La décapitation, le démembrement et la section du torse n'étaient que le début. Les organes de la victime ont été prélevés, un par un, à travers diverses entailles pratiquées dans l'abdomen et entre les côtes. Le corps de Therion avait été profané de la manière la plus horrible qui soit. La découverte des restes de Chad Therion par sa mère, Tara Pakanich, a été un moment d'horreur et de désespoir inimaginable.
Au petit matin du 23 février 2022, elle a été confrontée à un spectacle dont aucun parent ne devrait jamais être témoin. Tara Pakanich se réveille lorsqu'on frappe à sa porte d'entrée, sans se douter du cauchemar qui l'attend. Elle se rendit au sous-sol pour vérifier si Tyrion s'y trouvait, mais il était introuvable. Alors qu'elle remontait à l'étage, le cœur battant la chamade, elle tomba sur un seau vert recouvert d'une serviette de douche. Les mains tremblantes, elle souleva la serviette, et ce qu'elle vit la hanta pour le reste de sa vie. Dans le seau se trouvait la tête coupée de son fils bien-aimé, Shad Tyrion. Le choc et le chagrin qui l'ont submergé à ce moment-là sont indescriptibles. Le petit ami de Tara Pakanich, Steve Hendricks, a immédiatement appelé le 911 pour signaler la macabre découverte. Les agents qui sont intervenus ont été confrontés à une scène d'horreur inimaginable lorsqu'ils ont confirmé la présence d'une tête humaine dans le seau. Les images de la caméra corporelle montrent leur incrédulité et la nécessité urgente de sécuriser la scène de crime. Les forces de l'ordre ont rapidement ouvert une enquête sur le meurtre de Shad Tyrion. Le service de police de Green Bay, dirigé par l'inspecteur David Graff, a méticuleusement examiné les preuves, déterminé à rendre justice à la victime et à sa famille en deuil. Les preuves désignent Taylor Shabusness comme l'auteur de ce crime odieux. Son implication dans le meurtre est devenue évidente au fur et à mesure que l'enquête avançait. Madame Shabusness avait des antécédents avec les forces de l'ordre, ayant déjà été condamnée pour des faits sans rapport avec l'affaire. Cependant, l'ampleur de sa violence et de sa brutalité a choqué même les enquêteurs les plus chevronnés. Au cours du procès, l'inspecteur Graff a témoigné des aveux terrifiants de Shabusness. Elle a d'abord prétendu s'être évanouie lors de l'étouffement, mais a ensuite admis avoir repris conscience et avoir continué à étrangler Tyrion. Le fait qu'elle ait admis avoir pris plaisir à l'acte d'étranglement a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience. Les preuves présentées au cours du procès ont encore renforcé la culpabilité de Shabusness. La collecte du sang de Tyrion, avec lequel elle s'est douchée, a démontré un niveau de préméditation inquiétant. L'absence de sang sur les lieux du meurtre, attestée par le docteur Vincent Tranchida, médecin légiste du comté de Dan, a corroboré les détails macabres du démembrement. Au fil de l'enquête, il est apparu clairement que Taylor Shabusness avait méticuleusement planifié et exécuté ce crime horrible. Ces actes ont été marqués par un niveau de dépravation et de mépris de la vie humaine qui a choqué la communauté et laissé les enquêteurs perplexes. Le procès de Taylor Shabusness pour le meurtre de Shad Tyrion a été une affaire déchirante et choquante. Dès le début, il était clair qu'il ne s'agirait pas d'un procès ordinaire. Les tentatives de Taylor Shabusness de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale ont ouvert la voie à un procès qui allait révéler les profondeurs de son inquiétant état d'esprit. Au cours du procès, l'accusation a présenté un grand nombre de preuves indiquant la préméditation et une fascination effrayante pour le tueur en série Jeffrey Dahmer. Les recherches en ligne effectuées par Shabusness, telles que Jeffrey Dahmer se présentant au tribunal tout en étant sexy et les fesses de Jeffrey Dahmer, ont été mises en évidence, laissant la salle d'audience dans un état d'incrédulité. Tout au long du procès, le comportement de Madame Shabusness n'a fait qu'ajouter au caractère troublant de la procédure. Elle a attaqué son propre avocat, faisant preuve d'une absence totale de remords ou d'empathie. Ses sourires narquois et le plaisir qu'elle semblait prendre aux détails macabres dont il était question ont ébranlé et perturbé les personnes présentes dans la salle d'audience. Coupable de tous les chefs d'accusation d'homicide volontaire au 1er degré, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle au 3e degré, le verdict a été accueilli avec un mélange de soulagement et d'horreur. Soulagement pour la famille de Shad Tyrion, qui a enduré une douleur et une perte inimaginables, et horreur devant les profondeurs des ténèbres que Shabusness a révélées. La salle d'audience est restée en état de choc, confrontée à l'effrayante réalité de ce qui s'était passé. La condamnation de Taylor Shabusness a eu lieu des mois plus tard, et le juge a souligné la gravité de l'infraction. Il a déclaré que l'on ne saurait exagérer l'importance de l'infraction dans cette affaire, et que les actes commis par Shabusness étaient étrangers et choquants pour la communauté. L'avocat de Shabusness a plaidé pour la possibilité d'une réhabilitation, mais le juge n'a pas vu de rédemption pour quelqu'un capable d'une telle brutalité. Pour ne rien arranger, Shabusness n'a fait preuve d'aucune empathie. Finalement, Shabusness a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience était remplie d'un sentiment de clôture, mais les cicatrices laissées par ce crime horrible ne se refermeront jamais complètement. Le procès a révélé les profondeurs des ténèbres qui peuvent exister dans la psyché humaine et a laissé un impact durable sur toutes les personnes impliquées. Amber Pereira. Ensuite, nous nous penchons sur le cas choquant d'Amber Pereira, un nom qui a fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté. Amber Pereira, une jeune femme de 31 ans, s'est retrouvée au cœur d'une tragédie dévastatrice qui a coûté la vie à une famille innocente sur l'autoroute Selmon. Cette histoire déchirante est remplie de rebondissements incroyables qui vous feront vous demander comment les actions d'une personne peuvent avoir des conséquences aussi catastrophiques.
L'histoire d'Amber Pereira commence par une nuit d'été fatidique sur l'autoroute Leroy-Selmon. C'était le 10 août 2017, lorsque la vie de Louise et Rita Felipak, ainsi que celle de leur fille Georgia, âgée de 8 ans, ont été tragiquement interrompues à cause des actions imprudentes d'un individu. Amber Pereira, une femme de 31 ans, a pris une décision qui allait avoir des conséquences inimaginables. Sous l'emprise de l'alcool, elle a pris le volant de sa Kia et s'est embarquée dans un voyage qui allait changer à jamais la vie des personnes impliquées. Alors qu'elle roulait à toute allure sur la voie rapide, ses sens étant émoussés par l'alcool qui coulait dans ses veines, elle n'a pas pris conscience du danger qu'elle représentait pour elle-même et pour les autres usagers de la route. Des témoins ont raconté plus tard avoir vu sa Kia rouler à une vitesse alarmante, se faufilant dans la circulation sans se soucier de la sécurité de ceux qui l'entouraient. Pendant ce temps, la famille Felipak voyageait innocemment dans sa berline Hyundai, sans se douter de la tragédie imminente. Ils étaient loin de se douter que leur vie allait être instantanément brisée. Dans une tournure horrifiante, Pereira a percuté l'arrière du véhicule des Felipak. Le choc a été si violent qu'il a propulsé la Hyundai sur le terre-plein herbeux et sur les voies en direction de l'ouest, où elle est entrée en collision avec une Jeep et une Infiniti avant de s'embraser. C'est le chaos et la dévastation. La famille Felipak, coincée dans son véhicule, n'avait aucune chance de s'en sortir. Leur vie s'est éteinte en quelques secondes, laissant derrière elle un vide qui ne pourra jamais être comblé. Tracy Lee Kelly, la conductrice de la Jeep impliquée dans la collision, a miraculeusement survécu, mais a subi de graves blessures qui changeront à jamais le cours de sa vie. La douleur physique et émotionnelle qu'elle a endurée lui rappellera constamment les actes imprudents d'Amber Pereira. Alors que la fumée se dissipait et que les secours arrivèrent sur les lieux, la Kia de Madame Pereira est partie en tête à queue dans le terre-plein central. Mais au lieu de faire face aux conséquences de ses actes, elle a tenté désespérément de s'enfuir. Elle a repris le contrôle de son véhicule et a continué à rouler pendant 2 miles, essayant désespérément d'échapper à la réalité de la dévastation qu'elle avait causée. Mais le destin en a voulu autrement. La tentative de Madame Pereira d'échapper à la justice a été contrecarrée lorsqu'un pneu de sa voiture s'est soudainement détaché, l'obligeant à s'arrêter. C'est à ce moment-là que le poids de ses actes s'est abattu sur elle. Au lendemain de l'accident, les enquêteurs ont travaillé sans relâche pour reconstituer les événements qui ont conduit à cette horrible tragédie. Un échantillon de sang prélevé sur Madame Pereira quelques heures après l'accident a révélé un taux d'alcoolémie de 0,10, bien supérieur à la limite légale. Le témoignage d'un officier de police de Tampa a suggéré que son taux d'alcoolémie aurait pu atteindre 0,226 au moment de la collision. Les tickets de caisse trouvés en possession de Madame Pereira montrent qu'elle avait acheté de la bière à 2 reprises le jour de l'accident, ce qui renforce encore la preuve de son état d'ébriété. La révélation choquante de sa consommation d'alcool donne l'image d'une femme qui a fait une série de choix dangereux lors de cette nuit fatidique. Mais les détails choquants ne s'arrêtent pas là. Des tests supplémentaires ont révélé que Pereira avait 3 composés liés au cannabis dans son système, dont 2 étaient présents à des concentrations suffisamment élevées pour affecter son cerveau. Cette révélation a amené de nombreuses personnes à se demander comment quelqu'un pouvait être aussi imprudent et irresponsable, mettant en danger la vie de personnes innocentes. Au cours de l'enquête, l'avocat de la défense de Madame Pereira a tenté de faire valoir que ces crises non épileptiques avaient joué un rôle dans la collision. Le juge Christopher Sabella a toutefois rejeté cet argument, en s'appuyant sur l'enregistreur de données de la voiture de Madame Pereira. Les preuves ont montré qu'elle roulait à une vitesse alarmante quelques secondes avant l'accident, qu'elle avait tenté de prendre des mesures d'évitement, mais qu'elle n'avait pas réussi à empêcher la collision dévastatrice. Les événements qui ont conduit à l'accident causé par Amber Pereira ont été une chaîne tragique d'événements alimentés par l'alcool et un mépris total pour la sécurité des autres sur la route. Les vies de Louis, Rita et Georgia Felipak ont été perdues de manière insensée, laissant derrière elles une communauté en deuil et un système judiciaire déterminé à tenir Amber Pereira responsable de ses actes. Elle a été inculpée d'homicide involontaire par conduite en état d'ivresse. La procédure judiciaire entourant l'affaire Amber Pereira a été tout simplement émouvante et déchirante. La tension régnait dans la salle d'audience, tandis que les proches des 2 parties attendaient le verdict qui déterminerait le sort de la femme responsable de la perte tragique de la famille Felipak. Au cours du procès, les procureurs ont présenté un dossier convaincant contre Pereira, plaidant pour une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ils ont brossé un tableau saisissant des événements qui ont conduit à l'accident, soulignant le comportement imprudent de Pereira et les conséquences dévastatrices qu'il a eues sur les victimes innocentes. Des témoins se sont succédés à la barre pour raconter l'horreur dont ils ont été témoins cette nuit fatidique. Tracy Lee Kelly, survivante de l'accident, a courageusement partagé son histoire, décrivant la douleur physique et émotionnelle qu'elle a endurée à la suite des actions de Pereira. Son témoignage a fait pleurer la salle d'audience, rappelant avec force l'impact durable de cette tragédie sur les personnes impliquées. Mais
Ce sont les paroles de Michael Serrani, le père de Rita Felipac, qui ont trouvé un écho dans l'assistance. Le visage baigné de larmes, il s'est adressé directement à Madame Pereira, exprimant la profondeur de son chagrin et son désir impérieux de justice. Il estime que Madame Pereira mérite de passer le reste de sa vie derrière les barreaux, à payer pour les vies qu'elle a prises. L'avocat de la défense de Madame Pereira, Hubel Lawson, s'est battu sans relâche pour présenter une autre facette de sa cliente. Il a fait valoir que les antécédents criminels de Madame Pereira étaient minimes et qu'elle n'avait pas l'intention de faire du mal. Il a demandé au juge de faire preuve de clémence, suggérant une peine d'emprisonnement de 20 ans, suivie d'une mise à l'épreuve. Au fur et à mesure que les arguments étaient présentés, la salle d'audience était remplie de tensions et d'émotions brutes. Le poids de la tragédie pesait lourd dans l'air, et le juge, Christopher Sabella, avait la tâche difficile d'évaluer les faits et les témoignages pour déterminer une peine appropriée. Après plusieurs jours de délibération, le juge Sabella a rendu sa décision. Il a reconnu la dévastation causée par les actes de Madame Pereira et la douleur endurée par la famille Felipac et Tracy Lee Kelly. D'une voix sévère et inébranlable, il a condamné Madame Pereira à 50 ans de prison d'État, s'assurant ainsi qu'elle passerait la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions. La famille Felipac et ses sympathisants ont trouvé du réconfort dans la justice rendue, sachant que Pereira devra faire face aux conséquences de ses actes. Tracy Lee Kelly, bien qu'elle soit toujours aux prises avec ses cicatrices physiques et émotionnelles, a trouvé un certain apaisement dans la certitude que Pereira ne menacerait plus jamais des vies innocentes. Alors que Madame Pereira est emmenée menottée, sa famille la regarde, le visage empreint d'un mélange de tristesse et d'incrédulité. Le poids de la peine pesait lourd, rappelant les vies perdues et la douleur qui entrait à jamais ceux qui restent. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.